Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous RH Emploi. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, au programme aujourd'hui dans Bien dans son job. C'est pour certains en tout cas le retour au bureau avec peut-être, on va en parler, de nouveaux enjeux. On en parle avec Erwan Salmon, directeur général de Ring Central, et un sondage Ipsos justement sur le rapport des salariés à leur travail. Le Rex du mois avec Frédéric Fougeral, directeur de la communication et de la RSE d'Emeria, la réalité du discours employeur. On en parle avec lui dans le Rex du mois. Puis dans le cercle RH, c'est une rediffusion que vous allez redécouvrir. Le bonheur au travail et en télétravail. Évidemment, on en parlera avec nos invités, des experts. Le bonheur au travail, utopie ou réalité, on fera le point dans ce débat. Et puis on terminera avec Fenêtre sur l'emploi. L'intérim, pour connecter les talents et les entreprises, c'est tout l'enjeu. On parlera de l'intérim avec une plateforme. Ce sera le thème de la fin de notre émission. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job, pour certains c'est le télétravail, encore, et pour longtemps, pour d'autres c'est le retour au bureau avec certaines incertitudes, des doutes, se demandant bien ce qu'ils allaient bien pouvoir faire, eux qui étaient restés fort longtemps à leur domicile ou dans des tiers-lieux. On en parle avec Erwan Salmon. Bonjour Erwan. Bonjour Arnaud. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Ring Central, 120 collaborateurs en France, 7000 dans le monde. Vous êtes un fournisseur de solutions globales de communication. Et vous me disiez en préparant l'émission que vous aviez connu une évolution du recrutement pendant le Covid. Là, vous avez une demande énorme. Exactement. En France, en fait, l'année dernière, nous avons embauché 65 personnes. Et on a à peu près une trentaine de recrutements en cours pour le premier trimestre de cette année. Donc on a une forte explosion de notre masse salariale au regard de notre croissance aussi, bien évidemment, sur le marché français, puisque Ring Central fournit des solutions de communication unifiée et de relations clients pour les entreprises. Alors, aujourd'hui, bien sûr, vous développez ces solutions pour des clients, pour faciliter le travail à distance, bien entendu, mais vous vous positionnez aussi aujourd'hui comme expert, parce que vous avez commandé un sondage Ipsos qui est assez instructif sur le rapport des Français à leur travail, notamment les critères principaux des employés pour rester dans leur emploi actuel. Alors, ça, c'est très intéressant, parce que ça indique aussi l'idée qu'ils pourraient quitter leur emploi, qui est un autre danger. Premier critère, c'est les conditions de travail qui les font rester à 69%. Les salaires, évidemment, mais qui descendent légèrement. Et puis l'entente avec les collègues, presque 40-39%. Qu'est-ce que ça dit, cette expertise et ce sondage ? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir un avant et un après Covid, donc ça c'est indéniable. On est déjà dans l'après ou on est encore entre les deux ? On est encore entre les deux. On est un peu en train de tâtonner. Enfin, les entreprises tâtonnent pour savoir comment elles vont accueillir ces salariés qui ont eu passé plusieurs mois, voire maintenant peut-être plusieurs années en fonction de la stratégie de l'entreprise chez elles et pas forcément dans le lieu de travail. Donc ça c'est un vrai sujet. On voit qu'il y a quand même pas mal d'anxiété au niveau des salariés pour ce retour au travail. En tout cas, ils demandent vraiment un mixte entre travail à la maison et travail au bureau. On le voit aussi dans les recrutements. Nous, dans les recrutements qu'on a fait cette année, enfin l'année dernière, les 65 personnes, il y a 2-3 ans, le salarié vous posait la question, est-ce qu'on peut faire du télétravail ? Maintenant, c'est, est-ce qu'on est obligé de venir au bureau ? Donc ça a un petit peu changé. Et c'est d'autant plus vrai avec la génération Z et la génération Millennium, en fait les 21 à 34 ans, qui mettent beaucoup de pression aux entreprises pour justement favoriser, on va dire, leur bien-être et notamment le fait de ne pas forcément aller tous les jours sur le travail. Vous avez raison en termes d'anxiété. Pas tous les jours. Non, pas tous les jours. En fait, ils ont aussi besoin d'avoir entre guillemets, une vie sociale dans l'entreprise. Oui. Avant, dans l'entreprise, on y venait produire. Là, aujourd'hui, les jeunes, ceux que vous embauchez, les talents, vous disent, mais il faut aussi que j'ai une vie sociale, qu'il se passe des choses dans mon entreprise. Exactement. Et donc, du coup, ça a des implications fortes pour plusieurs aspects. Le premier sur la façon dont sont organisés les bureaux, puisque dans la plupart des entreprises comme la nôtre, vous avez plutôt des bureaux ouverts avec un coin pour chacun. Et donc, si le salarié fait exactement la même chose au bureau que ce qu'il fait chez lui, vous allez les perdre. Deuxièmement, les managers vont avoir un rôle justement de favoriser la collaboration entre les personnes et avoir un vrai agenda quand vous faites revenir vos équipes au bureau. Et puis enfin, il va falloir aussi, puisque le télétravail va être plusieurs jours par semaine, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens vont plutôt venir par service. Il va bien falloir trouver aussi des moyens de fédérer l'ensemble des services pour toujours
toujours avoir une culture d'entreprise. Et donc, ce qui pose beaucoup de questions, tant sur l'aspect sociologique, je dirais, de la manière dont on travaille, que de l'aspect technique, puisque l'entreprise doit aussi réfléchir à garder son lien, je dirais, basiquement informatique. Et évidemment, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salariés, on doit leur fournir des outils qui leur permettent de travailler à distance aussi bien que quand ils sont au bureau, et surtout simples à utiliser. Puisque avant, ceux qui étaient plutôt en télétravail, c'était plutôt, on va dire, des gens plutôt dans le commerciaux qui travaillaient de chez eux et qui allaient voir leurs clients. Aujourd'hui, c'est potentiellement l'intégralité des salariés au sein de l'entreprise. Donc pas forcément des geeks. C'est vrai, c'est vrai. Et parfois même des gens qui n'étaient pas tout à fait aguerris à tous ces outils de visio, de travail en continuité sur des réunions. Enfin, c'est assez complexe pour un certain nombre de collaborateurs. Erwan Salmon, il y a un sujet qui vient faire écho au débat qu'on va découvrir dans l'émission tout à l'heure, qui est le bonheur au travail. Ça, c'est quand même ce mot s'est imposé dans le vocabulaire. Il était souvent très extérieur à la vie de l'entreprise, le bonheur. Là, il est rentré de plein pied. Sur ce bonheur au travail depuis la crise sanitaire, ça c'est intéressant votre sondage. 16% des employés seulement se disent heureux au travail. 25 se déclarent moins heureux, c'est-à-dire qu'ils ont vu une dégradation de leur bonheur ou de leur bien-être. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Vous dites à vos clients, vous devriez quand même si vous êtes rétif, pousser un peu sur le télétravail, non? Je pense que c'est pas possible de revenir sans avoir une charte de télétravail avec son CSE aujourd'hui. C'est juste impossible. Sinon, vous allez perdre une grosse partie de vos salariés, qu'ils ce soient des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. Ensuite, c'est leur donner des outils qui leur permettent d'être aussi à l'aise à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur de l'entreprise. Et alors, après, il y a aussi des contraintes. Attention, parce qu'il faut faire attention de burn-out, parce qu'il y a des gens qui vont jamais s'arrêter. Donc, il va falloir aussi que les directions informatiques et télécoms puissent de temps en temps couper justement ce lien à l'entreprise. Ça, c'est intéressant parce qu'on le voit sur un process très RH, très humain. Mais est-ce que vous, qui a apporté l'outil, vous dites à votre client, vous avez aussi à un moment donné un bouton, je le fais simple, on-off, qui fait que votre collaborateur, à 22h max, il pourra avoir accès à rien. C'est ce qu'on dit à nos clients. On leur dit attention, nos outils sont très bien parce qu'ils permettent de faciliter cette communication. Il faut pas qu'ils accélèrent trop, quoi. Mais à un moment donné, attention, il y a aussi un risque que certains ne fassent plus que ça. Donc il faut aussi avoir une discussion avec la direction générale, la direction des ressources humaines et l'ensemble en fait du management de l'entreprise pour essayer de trouver une charte qui permette de favoriser facilement l'adoption de ces outils sans en apporter trop de contraintes. Et puis enfin, sur ce plateau, on l'a beaucoup évoqué, mais ce sondage redit en tout cas ce qu'on a déjà entendu plusieurs fois. Les entreprises doivent prêter attention au bien-être de leurs collaborateurs, faciliter le quotidien des collaborateurs, et donc ça revient au débat sur le télétravail, et prendre en compte les nouvelles attentes de flexibilité du travail. Donc c'est quand même une petite révolution à laquelle vous-même, vous devez vous adapter. Oui, et en fait, ce qu'on regarde, c'est que les entreprises vont sans doute faire des économies en termes de mètres carrés sur les bureaux. Mais l'objectif, c'est pas de faire des économies tout court, c'est de garder cette manne financière pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir justement améliorer la condition de vie des salariés chez eux quand ils travaillent et aussi de faciliter les retrouvailles dans des endroits peut-être un peu différents pour pouvoir créer cette appartenance dans l'entreprise. Il y a un débat sur ce tiers des Français, là, toujours ce sondage Ipsos Ring Central, 33% ont des collègues qu'ils n'ont jamais rencontrés. Alors ça, c'est totalement incroyable. Et 40% d'entre eux sont inquiets à l'idée justement de les rencontrer en personne. C'est-à-dire que non seulement ils ne les ont pas vus, mais à l'idée de les voir, ça génère une angoisse. Ça, c'est assez troublant. Ouais, il y a même un autre chiffre qui est aussi intéressant. Il y a 52% des milléniums, des générations Z, qui pensent qu'ils arriveront à avoir la même relation à distance que s'ils étaient au bureau avec leurs collègues. La même relation personnelle. Donc c'est vrai qu'on est en train de vivre une petite révolution au sein de l'entreprise et ce sont des sujets qui doivent être des sujets importants à prendre en considération par l'ensemble des directions générales parce que ça peut être une bombe à retardement au sein de l'entreprise. Vous, en 2022, parce qu'on a bien compris que Ring Central avait accéléré, parce que vous aviez dû évidemment répondre à toutes les demandes de vos clients qui vous ont dit il faut que vous soyez là, il faut nous connecter, il faut que ça soit parfait. Vous en êtes où en 2022? C'est-à-dire que là, vos prospects, les rencontres que vous avez avec les entreprises, elles vous disent quoi? Parce que je précise quand même que hier est sorti un document un peu troublant de Gilles Berset, qui est un économiste, qui dit attendez, on a plus de salariés sur le marché du travail, mais on a perdu 2 points de productivité. Ce chiffre-là, il va être expertisé par les entreprises. Vous voyez, c'est un sujet quand même qui est sur la table. Hein. Oui, alors c'est vrai. Alors ça dépend aussi des secteurs d'activité. Il y a des secteurs qui sont plus ou moins en tension. Donc nous, par exemple, dans l'IT et les télécoms, il y a plus de demandes d'emploi que de personnes qui cherchent. Là, vous cherchez, j'imagine. On cherche, donc c'est pas si simple que ça de recruter. Même quand on a une société qui est en croissance, Ring Central, c'est pratiquement 35% à 40% de croissance tous les ans. Donc on est plutôt une société qui se porte bien. Mais même avec cette attractivité, on a aussi du mal à recruter parce que le marché de l'emploi est un peu tendu. Donc oui, je
suis d'accord avec vous. Donc il va falloir faire attention à tous ces aspects. La suite, c'est quoi? C'est des recrutements 2022? Parce qu'on est aussi une émission qui parle recrutement. Est-ce que vous avez là sur le carnet de commandes, vous dites, de toute façon, on fait le pari du télétravail, ou est-ce que vous êtes sur le pari de l'hybride? Non, l'hybride. C'est l'hybride. C'est l'hybride. Le pari, c'est l'hybride. Et d'ailleurs, il y a une petite particularité. On a vu pendant les 2 ans qu'on vient de passer avec ce Covid, c'est que la visioconférence a été largement utilisée par les salariés. Oui. Aujourd'hui, on pense que la visio va commencer à diminuer et c'est plutôt la voix, donc la téléphonie traditionnelle, qui va reprendre le dessus. Pourquoi? Il y a une usure, les gens sont usés. En fait, quand vous allez avoir ce mix entre le télétravail et le retour au bureau, si vous voyez votre collègue le lundi, mardi, mercredi, le jeudi matin, vous n'allez peut-être pas faire une visio avec lui. Quand vous étiez en pandémie et que vous ne voyez personne, vous avez besoin de ce contact physique, de voir les gens. Donc tout ça a servi en période de crise ultime où on n'avait pas le choix. Là, vous dites, on va trouver l'hybride. Quand on peut faire des réunions en présentiel, on les fait. Ouais. Puis le reste, ça sera du son. Ce sera plutôt du son parce que c'est moins intrusif quand vous êtes chez vous plutôt que la visioconférence. Parce que ça, c'est une réflexion que vous, en tant qu'opérateur technique, vous intégrez ça, j'imagine. Oui. Vous leur dites, attendez, nous, on pense que c'est un retour client. Comment ça se passe? Comment on arrive à une conclusion? Parce qu'elle est intéressante, cette conclusion. Nous, en fait, ce qu'on dit à nos clients, c'est, attention, on dit, misez pas tout sur la visioconférence. Il faut vraiment avoir un bon mix dans les outils collaboratifs, que ce soit des outils des réseaux sociaux ou des outils de partage de documents, de la visioconférence, mais n'oubliez pas la voix, qui est le vecteur principal de communication. Et dans le sondage, 72% des gens considère que la voix, c'est le vecteur principal de communication. Ouais, ça veut dire que pour vous, ensuite, vous l'implémentez techniquement avec vos ingénieurs. Vous leur dites, pars pas trop sur la visio, il faut en mettre, mais mets-nous dans l'outil plus de voix. Ouais, on a beaucoup du son, de la qualité. Exactement. En fait, on a à peu près 250 features qui sont mises dans nos plateformes tous les trimestres, et majoritairement sur la partie voix, parce qu'on pense que la voix, ça va être le média, et c'est toujours le média le plus important dans la communication entre les hommes. Passionnant ce sondage qui vient finalement à la fois nous éclairer, notamment sur cette question de la voix. Je pense que c'est un élément très nouveau dans la bascule, et puis qui vient confirmer un certain nombre de choses sur l'envie d'hybrider, l'envie de télétravailler, tout en revenant dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Vous le vivez, vous d'ailleurs, chez vous, en interne, ça? On a rouvert les bureaux au mois de l'année dernière, la Toussaint. On a refermé un petit peu à cause de demandes du gouvernement le 1er janvier. Et on rouvre normalement le 15 février pour l'ensemble des salariés sans jauge particulière. Merci Erwan Salmon de nous avoir rendu visite avec votre sondage Ipsos. J'imagine qu'on peut découvrir d'ailleurs sur le site de Ring Central avec des recrutements ou pas? Vous m'avez pas compris? Oui, on a une trentaine de recrutements en cours aujourd'hui. Recrutement chez Ring Central. Il faut que vous soyez évidemment dans la tech, j'imagine. Cela va sans dire. Merci d'être venu nous rendre visite. C'est le Rex du mois tout de suite avec Frédéric Fougera, le directeur de la communication d'Emeria. Il est là. Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Frédéric Fougera, comment allez-vous? Très bien. J'ai l'impression de vous avoir vu il y a longtemps. Ben oui, la dernière fois, vous n'étiez pas là. Vous étiez en balade. Voilà, les reproches, ça commence. Directeur de la communication d'Emeria. Merci en tout cas d'être là avec nous chaque mois, même quand je ne suis pas là, évidemment. On parle évidemment de cette idée comme ça du discours de l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez voulu dire en choisissant ce thème d'abord de chronique pour situer un peu les enjeux? Quand on a évoqué le principe de discours de réalité, on a voulu se poser la question le monde change, la situation du marché de l'emploi change. Est-ce que du coup le discours de l'entreprise doit aussi changer ou est-ce qu'il reste le même parce qu'il est fort, il est puissant, il est assuré, ou est-ce qu'il s'adapte à la situation Oui, c'est ça la question que je voulais vous poser. C'est est-ce que ce discours employeur justement doit rester, je dirais, comme un fil, ou est-ce qu'il doit s'adapter aux situations, aux évolutions de l'entreprise? Je ne pense pas vous surprendre en vous disant que je considère qu'il doit s'adapter. Le monde bouge, le monde évolue, et bien l'entreprise évolue aussi, donc son discours doit évoluer avec ce monde, s'adapter aux nouvelles attentes, aux nouveaux besoins, tenir compte des impacts que la crise notamment a pu avoir sur le marché de l'emploi, sur le recrutement. Ça a un impact, ça a des impacts. Et le discours de l'entreprise, si elle veut attirer des nouveaux collaborateurs, elle doit aussi tenir compte de cette situation. Ça fait des années pourtant qu'on dit que les jeunes sont en quête de sens et on le redit encore plus ces derniers mois, et pas que les jeunes d'ailleurs. C'est quoi? C'est terminé ça? On est passé à autre chose ou on est encore dedans? Non, c'est pas terminé du tout, mais il peut y avoir des tendances qui évoluent. D'abord, je fais partie de ceux qui n'ont jamais vraiment cru au fait que c'était le sens avant tout et la rémunération après. Je pense que ça fait très longtemps qu'on est dans une forme de en même temps. La rémunération, c'est une chose, ça ne suffit pas.
mais en même temps c'est très important, c'est ce qui permet de payer son loyer ou son crédit, c'est ce qui permet de se nourrir, de partir en vacances, mais aussi on n'a pas envie de se lever le matin la boule au ventre en allant dans un boulot qui ne nous plaît pas. Oui, c'est conditions de travail, bien-être et salaire, les deux sont liés. Donc les deux sont fortement liés. Il est vrai qu'il y a des périodes, on a peut-être des périodes plus confortables, où la tendance est, finalement, on est assuré de notre rémunération, donc on va mettre plus d'intérêt, on va porter plus d'intérêt sur le sens. Quand on est en période de crise ou en période trouble, on va peut-être se rabattre sur la priorité ou l'essentiel. L'essentiel, c'est stabiliser son revenu, avoir la garantie de l'emploi, et donc plutôt du coup la partie rémunération. Vous avez quelques chiffres, quelques exemples dans l'immobilier en particulier Alors, effectivement, moi, je suis plus à l'aise pour parler du secteur que je connais, bien sûr. lequel j'évolue, l'immobilier. Je vous pose la question. On voit justement que cette tendance dans l'immobilier, c'est le site Recruitimo qui évoque ces chiffres par des études, montre que la rémunération est redevenue le premier critère dans le cadre de la recherche d'emploi. La rémunération, c'est-à-dire une rémunération fixe. Dans l'immobilier, il y a beaucoup de rémunération ou de travailleurs indépendants. Donc voilà, donc c'est plutôt cette recherche de stabilité, ça c'est ce qui est mis en avant et c'est ce qui revient en première tendance. Mais comme je le disais, la quête de sens, l'ambiance au travail, voilà, ça reste quand même des priorités dans ce en même temps, la monnaie d'un côté et la vie finalement de l'autre. Même si beaucoup de vos collaborateurs sont quand même des gens qui bougent beaucoup sur le terrain. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas 8 heures par jour au bureau quand même. Pas du tout. On est dans des métiers ça bouge tout le temps. On est très en contact avec le client, où on visite des immeubles, où on visite des appartements. Donc le fait de bouger n'est pas directement lié à la stabilité ou à l'instabilité de l'emploi. On n'est pas un indépendant, on est rattaché à une équipe, on appartient à une équipe, on voit des gens, on rapporte, on rend des comptes, on travaille en collectivité, et au sein d'un groupe, d'une entreprise, d'une marque. Et ça, c'est très important aujourd'hui dans la recherche d'emploi. Frédéric, est-ce que c'est être plus transparent? Est-ce que c'est cela, tenir un discours de réalité, un discours employeur de réalité? En partie, mais plus que... On en a déjà parlé de la transparence. Oui, plus que transparent, j'ai envie de dire l'honnêteté. En fait, je rappelle souvent qu'un bon recrutement, c'est un recrutement gagnant-gagnant. Donc personne n'a intérêt à tromper l'autre parce qu'à un moment, de toute façon, on se trouve perdant. Et le fait d'être honnête, donc transparent, ça passe par la transparence, mais ça va peut-être au-delà de la transparence, c'est l'honnêteté, et c'est ce que j'appelle ce discours de réalité, dire les choses telles qu'elles sont, ne pas chercher à se survendre, évidemment, promouvoir ses avantages, ses atouts, et puis peut-être moins mettre l'accent sur ses faiblesses, mais en tout cas... C'est bien humain ça quand même. Hein. C'est bien humain. Oui. Oui, mais plus on va être honnête, finalement, et donc plus on va avoir un discours de réalité, plus on va attirer facilement des candidats que l'on va garder, parce que le tout, c'est pas de les attirer, c'est aussi de les garder et qu'ils restent durablement dans l'entreprise. Oui, vous avez raison, c'est-à-dire qu'en survendant, on prend le risque d'attirer et puis de décevoir très rapidement. C'est très déceptif en fait. Et c'est la même chose pour le collaborateur qui, s'il ment sur son parcours, sur son expérience, quelque part il va décevoir l'entreprise qui ne va pas le garder. Donc on n'a pas intérêt, cette honnêteté elle est essentielle. Donc pour arriver à recruter, est-ce qu'il faut finalement davantage, et ça c'est aussi une évolution, s'intéresser, se pencher sur la personnalité du candidat? Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, oui. Effectivement. Avant, on recrutait sur ce qu'on appelle en anglais les hard skills, c'est-à-dire les compétences. Alors, on recrute toujours sur les compétences, mais avant, on se limitait un peu à ça. Il y a eu toute la période des soft skills, le comportement, le niveau d'engagement, l'attitude des collaborateurs. Alors, ça pouvait faire la différence entre deux personnes à un niveau de compétence égal. Finalement, on préférait, ou on penchait vers ces soft skills, pardon. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas le diplôme, en fait. Voilà. Mais arrivent aujourd'hui les math skills. Voilà, on n'arrête pas d'en inventer. Et ça, c'est les compétences atypiques. Ah oui. C'est-à-dire finalement, et ça, c'est la personnalité. Vous m'avez fait peur. Je me dis, mais je la connais pas, celle-là. C'est la personnalité. Et finalement, qu'est-ce que dans ma personnalité, finalement, dans ma vie, dans ma personne, dans mon parcours... Trait de caractère aussi. Hein. Exactement. Finalement, quelle est cette valeur supplémentaire que je peux apporter à l'équipe? Et aujourd'hui, dans un entretien de recrutement, c'était inimaginable il y a quelques années. Les gens vous parlent de leur personnalité. Alors qu'avant, on restait plutôt effacé, on restait assez en retrait. On ne restait que sur le... Ouais, exactement. Donc voilà. Et donc cette nouvelle tendance, ça participe aussi à construire des équipes dans la diversité, avec plus d'ouverture d'esprit sur la constitution des équipes, et finalement des équipes plus fortes, plus solides, plus innovantes, plus mobilisées. Donc c'est un vrai plus pour tout le monde. Mais le collaborateur, lui, le recruter, le collaborateur, il tient beaucoup aussi.
Bien sûr. Juste avant de nous quitter, il nous reste un tout petit peu de temps. On parlait tout à l'heure dans la séquence d'avant sur la génération Z, les milléniums. Est-ce qu'ils vous challenge finalement? Est-ce que finalement c'est eux qui aiguillonnent les recruteurs dans leur attitude, dans leur demande, dans leurs revendications, j'allais presque dire? Dans la mesure où c'est eux, la grande vague qui arrive régulièrement sur le marché, c'est toujours ces nouvelles générations auxquelles il faut un peu s'adapter. Donc elles ont des exigences. Alors parfois elles imaginent qu'elles vont révolutionner l'organisation de l'entreprise. Ça fonctionne pas vraiment. Mais un peu quand même. Mais par petits morceaux, finalement, elles apportent des façons supplémentaires de voir le travail, de voir l'organisation, et mais ça, vous le sentez, participent à la façisser. Chez Emeria, est-ce que vous sentez quand même qu'il y a comme ça une poussée par le bas? Moi, je sens dans mes équipes, par exemple, où j'ai des très équipes concrètement, qui vont de très jeunes à très seniors, mais je vois que les très jeunes participent au changement de mentalité, au changement de façon de travailler, ont largement anticipé les questions de télétravail ou de travail, je vais dire, déplacé, c'est-à-dire on n'est plus forcément dans des horaires administratifs très précis. Alors peut-être que c'est nos jobs aussi qui font que ça demande plus de souplesse. C'est vrai, peut-être que l'immobilier s'y prête bien aussi pour le coup. Parfois, on peut ne pas travailler une partie de la journée, mais par contre, on va travailler le soir, on va travailler le week-end, et à la fin du compte, en fait, on considère que c'est une mission qu'on a à accomplir et pas forcément des horaires administratifs à effectuer. Ce qui est quand même assez compliqué sur le plan du droit du travail, parce qu'il y a quand même les horaires, il y a quand même, c'est très complexe, cette dérégulation. C'est en partie compliqué, ça ne s'applique pas à tous les métiers. Non. Quand vous êtes face à un client, vous ne pouvez pas lui dire que vous avez une priorité personnelle dans l'après-midi, mais que par contre, vous pourrez lui répondre dans la nuit. Donc voilà, ça doit se gérer, mais un certain nombre d'activités, c'est faisable. Oui, vous avez raison, Frédéric Fougera. L'immobilier, c'est aussi un métier très exigeant, parce qu'il faut pouvoir répondre directement à son client, et en général, il veut une réponse dans le quart d'heure. L'immobilier, ce sont des services, des métiers de service et de contact. Donc effectivement, quand on vous appelle, c'est qu'il faut pouvoir répondre. Bah oui, parce que sinon, vous perdez la vente. On perd la vente, on crée de l'insatisfaction. C'est exactement ce contre quoi nous luttons au quotidien. Merci Frédéric Fougera d'être venu nous rendre visite, directeur de la communication d'Emeria. Merci d'être venu. On se retrouve dans un mois. Dans un mois. Je vous promets, je serai là. Je vous le promets. Merci Frédéric. On fait une courte pause et on va s'intéresser à un sujet qui vient d'ailleurs frôler la thématique qu'on vient d'évoquer avec Frédéric Fougera, c'est le bonheur au travail. Qu'est-ce que c'est que le bonheur au travail? C'est un mot comme ça qui a fait éruption dans le travail. Le bonheur était toujours à côté du travail. Là, les salariés réclament du bonheur. Alors, est-ce que c'est du bien-être? De quoi on parle exactement lorsqu'il est question de bonheur au travail? On va parler évidemment du travail au bureau, puis on parlera du bonheur en télétravail. Ça n'a pas toujours été simple pour les collaborateurs. On en parle avec mes invités, c'est dans le cercle RH juste après la pause. Le cercle RH, le débat de Smart Job, débat quotidien, merci d'être avec nous. On parle du bonheur, mais du bonheur au travail. Attention, ça rigole pas. On va essayer d'abord de diagnostiquer exactement la définition de ce mot bonheur, qui est souvent utilisé de plus en plus par les RH, par les dirigeants. Une forme d'injonction au bonheur. L'entreprise serait donc dans l'obligation de créer ce bonheur au travail. On parle de qualité de vie, on parle de bien-être. On va essayer évidemment de définir tout cela. Et puis on va essayer de savoir si c'est un vrai concept qui doit être porté par les entreprises. Parce qu'après tout, le bonheur est intérieur, il est très spirituel. On va faire le point évidemment avec mes invités qui vont tout m'expliquer, bonheur au travail et au télétravail, parce que ce sujet-là, évidemment, est posé et il est sur la table. Alexandre Josse est avec moi. Bonjour Alexandre, fondateur et délégué général de la Fabrique Spinoza. Tout à fait. En un mot, c'est quoi la Fabrique Spinoza? C'est le mouvement du bonheur citoyen. L'objet social, c'est de replacer le bonheur au cœur de notre société. On est en plein dedans. Exactement, comme un moyen d'éclairer, de donner de l'inspiration et aussi d'innover. Et d'innover. On reviendra sur des études souvent étrangères qui font une corrélation entre quand je suis bien dans mes baskets, plutôt heureux, je ne mets pas le mot bonheur, je produis bien et j'ai une bonne productivité. Julien Brezin est à ma gauche, directeur général de Great Place to Work. Great Place to Work, c'est quoi en quelques mots? Alors nous, notre fonds d'activité, il est plutôt centré autour de l'analyse de la confiance qui peut exister dans les organisations. Donc on verra qu'on a peut-être un échange à avoir avec Alexandre sur la partie bonheur versus confiance. Voilà, donc vous voyez, on a commencé à glisser avant même de commencer le débat, passer du mot bonheur au mot confiance. Et Nathalie Willard est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Coach for Haze. C'est quoi Coach for Haze? Alors, c'est une start-up en fait, que j'ai créée en 2016. Moi, je suis orthoptiste, donc je suis sur la partie médicale. Et on développe des outils pour accompagner les RH en vue d'améliorer et de protéger les yeux de leurs collaborateurs. Les écrans.
Voilà, les écrans, donc à la fois au bureau, mais aussi en télétravail, de plus en plus. Voilà. Donc ça, vous êtes, je dirais, un des éléments qui contribue à dire, ou en tout cas à faire dire aux collaborateurs, moi, je trouve que l'entreprise, elle s'est bien occupée de moi. Exactement. Voilà, et on travaille avec d'autres partenaires en fait sur cette thématique-là. Qui vont au-delà de la fatigue visuelle, des problématiques visuelles, puisqu'on travaille avec Yes We Share qui développe des outils plus large spectre, donc à la fois santé mentale et santé physique. Oui, c'est pas que l'usure de lire des textes sur écran, c'est aussi des collaborateurs qui frôlent le burn-out, puisque là, on traite de ces questions-là aussi. Exactement. Rentrons dans le vif du sujet de définition, parce que moi, j'ai lu pas mal d'articles sur ce sujet, d'ailleurs, où le débat vraiment existait. Certains évoquaient, et je l'ai cité, la tyrannie du bonheur de Bruckner, l'idée que finalement, on oblige l'entreprise à tout prix à faire rentrer le bonheur dans l'entreprise. Il faudrait impérativement être heureux en entreprise. Certains disent, mais non, enfin, écoutez, soyons sérieux. Le bonheur, c'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce que c'est le bon mot, pour démarrer notre débat, que d'utiliser le mot bonheur? C'est le bon mot? Pour moi, les mots doivent être plutôt des passerelles et des moyens de mobiliser que des murs ou des fossés. Donc nous, à la Fabrique Spinoza, on est à la fois attaché aux mots et prêt à utiliser celui qui est le plus conforme à... comment dire, vous l'assumez, ce mot? On l'assume, mais certaines organisations n'ont pas ce mot-là dans leur ADN. Je pense qu'au fil du temps, pour moi, l'argument qui me semble le plus convaincant, c'est de dire... on reconnaît tout à fait la capacité de l'entreprise à rendre les gens malheureux. Personne ne dirait, non, ça c'est pas vrai, on se trompe de mots. Si on reconnaît cette capacité-là, est-ce qu'on pourrait ouvrir la possibilité qu'elle puisse rendre les gens heureux, ou tout du moins, pour affiner les termes, contribuer à les rendre heureux, ou encore plus précis, et après je laisse la parole à mes amis de plateau, créer les conditions qui favorisent le bonheur au travail. D'accord. Juste avant qu'on débatte, vous le rangez où, le bonheur? C'est de la RSE? C'est un élément de la responsabilité sociétale ou sociale de l'entreprise? Je pense que c'est plutôt, ce sont des grands mots, mais c'est plutôt un paradigme. C'est-à-dire que pour examiner l'entreprise, on a des grands termes qui sont la performance, la responsabilité, la vision, la contribution. Le bonheur en est un. En utilisant ce prisme-là, vous pouvez contribuer à rendre le monde meilleur, affiner la mission de l'organisation, la rendre plus performante. C'est en cela qu'il a de la puissance. Comme tout objet, comme tout outil, il permet de colorer, travailler, réfléchir et transformer l'organisation. Vous êtes d'accord avec cette définition, Julien Brézin? Alors nous, effectivement, moi là où je suis complètement d'accord, c'est qu'il faut essayer d'équiper l'entreprise pour qu'elle suive son action. Que ce soit le bonheur, que ce soit la satisfaction au travail, que ce soit, à la limite, l'important c'est que l'entreprise, elle se mette en mouvement positivement et qu'elle prenne conscience. Et c'est en ça que je rejoins ce que vous disiez à l'instant sur la partie RSE, c'est-à-dire l'entreprise, elle a un impact sur ses collaborateurs, elle doit le mesurer et elle doit travailler cet impact pour qu'il soit le plus positif possible. Encore plus maintenant, avec des collaborateurs qui ont été atomisés, qu'on a perdu physiquement pour certains. Encore plus maintenant, parce qu'on a vraiment besoin de savoir ce que les collaborateurs et les collaboratrices ressentent, de les accompagner. Managérialement, c'est essentiel. Et on passe beaucoup de temps dans notre vie professionnelle, donc c'est essentiel que les collaborateurs et les collaboratrices puissent s'y épanouir. Qu'ils y trouvent le bonheur, c'est une question encore plus haute. Là, on est monté d'un cran, là, Macron. Voilà. Mais maintenant, nous, ce qu'on a chez Great Place to Work, c'est qu'on a beaucoup d'études sur la notion de confiance. Parce que c'est une donnée qui a été extrêmement étudiée. Il y a plus de 60 articles scientifiques de premier plan qui sont parus sur la méthode de Great Place to Work. Corrélation entre confiance et performance de l'organisation. C'est-à-dire, en gros, si les collaborateurs sont bien, ils vont tout naturellement, mais ce que vous disiez à l'instant, ils vont être plus efficaces pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'au-delà de l'injonction dont vous parliez tout à l'heure au bonheur, c'est aussi parce que c'est bien pour l'organisation, bien pour les organisations, de prendre soin de ses collaborateurs. Là, on est parti sur le prendre soin. D'ailleurs, on va basculer sur l'intelligence, parce que vous voyez, le prendre soin amène la santé du corps. Exactement. Et quand on parle de bonheur, on parle de la santé de l'âme, enfin, c'est-à-dire le bien-être de l'âme. Vous voyez, il y a quand même une petite nuance. Mais pas uniquement. Mais pas uniquement, non, mais j'étais sûr que vous alliez me le dire. Les deux sont liés.
oui, mais là on parle du corps. C'est un élément contributif au bien-être, pour ne pas dire au bonheur du collaborateur. Complètement. En fait, quand vous êtes dans un état de bonheur, vous allez sécréter un certain nombre d'hormones. Vous en avez entendu parler, des endorphines. Endomorphines, oui. Voilà, etc. Un certain nombre d'éléments qui c'est ce qu'on a quand on court aussi. Voilà, et qui vont rassurer, qui vont déstresser, qui vont motiver et qui vont du coup faire que le collaborateur va être plus performant en fait au travail. Donc c'est pas forcément une fin en soi, hein, ce que vous disiez tout à l'heure sur la partie bonheur. Est-ce que l'entreprise se doit de rendre les gens heureux ou ne pas les rendre malheureux? On retrouve un petit peu cette thématique-là en fait dans le cadre qu'on va apporter, mais c'est quand même un objectif finalement en soi pour l'entreprise, parce qu'on sait que quand il est heureux, il est forcément plus productif et plus efficace. Mais ils vous disent quoi, vous les appelez vos patients, enfin ceux que vous accompagnez avec le réseau dont vous avez parlé, ils vous disent quoi? Ils aspirent au bonheur ou ils aspirent à minima à être plutôt en bonne santé? Alors, ce qui est très différent. En fait, il y a effectivement deux éléments. Il y a à la fois la santé mentale et la santé physique. Et nous, on intervient en fait sur la santé physique, et notamment de plus en plus avec les problématiques en fait liées au télétravail et à la surexposition des écrans. Et le télétravail y a contribué. Hein. Fortement. Zoom. On est à 12 heures par jour aujourd'hui devant des écrans digitaux, donc c'est la moitié de la journée sur du digital. Donc forcément, ça a des conséquences en fait pathologiques au niveau de l'œil notamment, mais aussi au niveau de la santé mentale, au niveau de la confiance, au niveau du management, au niveau de la façon de prendre des responsabilités, etc. Donc tout ça a été un peu chamboulé avec la crise, mais il y a des effets quand même négatifs, enfin positifs en fait à cette crise-là. Alexandre Josse, juste quand même, dans l'évolution de l'entreprise, on a eu les usines, c'est-à-dire les ateliers, on allait au travail en pointant, on faisait ses 8 heures, on produisait, puis ensuite, un peu plus tard, il y a eu le tertiaire, l'école blanc, les années 2000, où on commence à individualiser le parcours des salariés, puis on est rentré dans l'ère du télétravail, où là, on se pose d'énormes questions sur comment les garder, comment les motiver, comment leur donner envie, parce qu'on est exactement dans cette phase-là, c'est comment leur redonner envie de pousser la porte de leur entreprise. Enfin, c'est une situation un peu inédite quand même. C'est comment je donne envie à un salarié d'aller au travail. Oui, c'est vrai. Il y a une étude qui a été produite par l'Easman qui montre que les 90% dans les entreprises qui ont les bureaux les plus satisfaisants aux yeux de leurs collaborateurs, eh bien 90% des travailleurs ont envie de revenir au travail. Ah, vous dites travailleurs. Oui, pour varier collaborateurs travailleurs. Oui. Et inversement, dans les 10% des entreprises où les bureaux sont les moins bien notés, 90% des collaborateurs n'ont pas envie de revenir au travail. Donc, ce qui permet, comme de dire au passage, que l'espace de travail est devenu une composante majeure. Bon, j'ai apporté une étude, parce que je sais qu'on parlait peut-être de ce sujet, qu'on a produite il y a 2 ans, elle est libre sur notre site, Nouveaux espaces de travail et expérience collaborateur. Le lien avec notre sujet, c'est que... L'environnement dans lequel on travaille ou on vit a une incidence sur son bien-être. Pour marquer les esprits, il y a une figure qui s'appelle Emma, employée de bureau 2040. Elle a été produite en une statue de plâtre, et elle préfigure à quoi nous ressemblerons si on continue à travailler ainsi. Alors à quoi on va ressembler? Emma est bossue, elle a les yeux injectés de sang parce qu'elle est toujours devant un écran, le teint jaunâtre parce qu'elle n'a pas suffisamment de lumière naturelle, les jambes gonflées parce qu'elle est sédentaire, et ça fait toujours rigoler, mais elle a du poil au nez et aux oreilles parce que la qualité de l'air est mauvaise. Et ça fait pousser les poils. Oui, de manière surprenante. Ah, écoutez, alors oui, d'accord. C'est ça. Et la conclusion de ça... Un mauvais air dans vos bureaux. Hein. L'air intérieur est 5 fois plus pollué que l'air extérieur. Ça, c'est chiffre à appui. Et donc, c'est un sacré personnage que vous lui décrivez là. Emma 2040, la conclusion de ça, de ce cabinet d'ergonomie anglais, la conclusion de ça, c'est si on ne change pas en profondeur les espaces où nous travaillons, eh bien, le travail nous rendra très, très malades. Et on commence à le voir avec une augmentation de 50% des troubles musculo-squelettiques en 2020-2021, avec 54% des Français qui déclarent des douleurs lombaires. Donc, dans la transformation de l'entreprise, l'espace est devenu fondamental. Donc, il y a quand même l'idée du paradigme d'aller vers le bonheur, parce que la description que nous fait Alexandre Jost est quand même une description, enfin, je veux dire, très noire, très sombre, de ce qui peut attendre les collaborateurs. Donc, en fait, il y a un vrai rapport de force, une vraie tension entre le risque que nous évoque Alexandre et ce désir de bonheur. Mais c'est pour ça que moi, j'aime cette signification autour de la confiance, parce que finalement, la confiance, elle est dans la relation. La confiance, le bonheur, c'est moi.
La confiance, elle est dans la relation créée entre la personne qu'on étudie et son environnement et son management. Alexandre, fort justement, vous parliez des bureaux. Évidemment, les bureaux, ils sont clés. Il faut donner des raisons aux collaborateurs de revenir. Mais les managers ou les managers sont absolument vitales aussi, puisque s'ils sont là dans les bureaux et qu'ils apportent une valeur ajoutée très concrète, parce qu'ils travaillent en confiance avec leurs équipes, alors là aussi, vous avez envie de revenir. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il faille du tout opposer confiance, bonheur, etc. Je pense qu'il faut chercher l'épanouissement du collaborateur, parce que ça va tout simplement le rendre plus satisfait et derrière ça me semble plus juste. Juste peut-être pour rebasculer ensuite sur les débats très concrets, parce que j'ai vu que des managers créaient des réunions où il n'était pas question de travail ni de business, mais que c'était 1 heure par mois. Ça a été institutionnalisé dans plusieurs entreprises. Open Talks. On peut discuter tranquillement, et beaucoup de collaborateurs disent ça m'agace, parce que globalement, tout ça ne sert à rien. Cette question du bonheur, Alexandre Josse, c'est pas un peu agaçant pour certains collaborateurs que finalement ils entendent leur manager, leur RH, leur répéter toujours cette espèce d'ancienne, alors qu'eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, on leur dit mais libérez-vous, soyez authentiques, soyez comme vous-même. En fait, ils peuvent pas être comme... je veux dire, vous voyez, une espèce de paradoxe de salariés qui disent stop, quoi, on se moque de nous, là. Je ne partage pas cet avis. À la fois, je comprends que ce sujet puisse être violent pour certains, parce que quand ça va mal dans la vie, entendre des mots aussi... Ouais, exactement. Que le bonheur, tout d'un coup, ça peut provoquer une réaction qui est mais t'as vu comment c'est à la maison, l'école est fermée pour la 2e semaine. Donc à la fois, je comprends ça, et c'est en ça qu'il faut être empathique et non angélique. Et en même temps, je pense que s'il y a un point qui est incontestable, pour mettre tout le monde d'accord, c'est qu'on a véritablement besoin de prendre soin des collaborateurs. Et aujourd'hui, on n'en a pas besoin pour des raisons de performance. Ça, on avait besoin de montrer que le lien entre bonheur et performance il y a quelques années. Aujourd'hui, on comprend que ce lien, il est incontestable, mais on comprend aussi qu'on a besoin d'être humaniste, parce que, pour rappel, il y a 1 an, 22,6%, à peu près, il y a 1 mois, il y a 1 an, des collaborateurs étaient en état de dépression, d'après Santé publique France. Donc aujourd'hui, par les bureaux, le management, la confiance, la gouvernance, l'entreprise, elle doit chercher à, désolé, le mot surprend un petit peu, mais à soigner ses collaborateurs, parce qu'on connaît tous des moments faibles en ce moment. Alors après, quel mot utiliser ? Moi, je trouve que le mot bonheur, il a le mérite de faire regarder loin et de s'interroger sur des notions complexes comme la joie, la satisfaction, le sens. Il regroupe tout ça. Et en cela, pour moi, il peut donner de l'énergie. Ça porte quand même beaucoup sur les épaules des managers et managers. Enfin, on voit bien que ces cadres intermédiaires qui ont des responsabilités importantes, s'ils sont eux-mêmes pas habités par cette conviction et qui sont finalement dans du corporate ou le pur business, vous ne réussissez pas à créer ce lien-là avec un collaborateur. C'est vrai. C'est très compliqué. Ça demande un vrai travail sur soi-même. D'après Sciences Po Executive Education, une enquête qu'ils ont réalisée, 96% des DRH considèrent que c'est au manager d'insuffler le sens dans le travail. Alors, le sens n'est qu'une des composantes de l'épanouissement au travail. Et pourtant, je trouve ça intéressant. Le manager, il est certainement tiraillé aujourd'hui. Il doit continuer à atteindre ses objectifs. Il doit apprendre des nouveaux modes de travail pour lui-même et pour ses équipes. Il doit soutenir émotionnellement ses collaborateurs. Et à la fin, ça lui fait beaucoup de sacs sur les épaules. Donc c'est certain qu'il est plus... Mais est-ce que ce n'est pas le top manager, les COMEX, et je donne la parole à Nathalie, mais Julien, vous avez, vous certifiez les entreprises, elles doivent répondre à un certain nombre de critères draconiens. Est-ce que ce n'est pas le COMEX, le top manager, qui doit faire redescendre tout cela? Alors avec ses propres mots, peut-être que ce n'est pas le bonheur, mais faire distiller finalement jusqu'au plus bas de l'entreprise, cette espèce de philosophie. C'est comme ça que vous le ressentez, vous, dans les groupes qui sont très, très en avance sur ces sujets? Alors dans les grands groupes, je dirais qu'il faut souvent... Cette injonction vient du top management. On a vu avec la loi Pacte, avec des entreprises à mission, voire des grandes entreprises qui sont venues entreprises à mission, etc. Et je rejoins sur ce que vous disiez, Alexandre, sur la difficulté du management intermédiaire à gérer à la fois des attentes d'efficacité et d'efficience, et puis de l'autre côté, des attentes de développement humain. Et en fait, il faut équiper et suivre le management intermédiaire pour l'aider dans ce travail-là. Donc on individualise un peu plus le travail de management, c'est-à-dire qu'on individualise personne par personne. C'est vers ça qu'on va. Il faut l'aider, il faut lui laisser le temps qu'il ait du temps managérial, ce qu'on a rarement
ce qu'on fait rarement. Prendre le temps d'écouter Donc, l'autre. il faut prendre le temps de chercher le bonheur, la satisfaction, la confiance, de construire ce que le manager doit construire avec son équipe. Et puis, il doit chercher à être un vecteur de sens. Donner envie. Au quotidien. Parce que finalement, cet acteur de sens, il est soit à travers la mission de l'entreprise, mais tout le monde ne sauve pas des arbres, sauve pas la planète, etc. Et même quand vous êtes dans une entreprise, j'ai envie de dire, dont l'activité est purement économique et n'est pas en train de sauver la planète, le manager est un acteur de sens au quotidien. Le manager de proximité est un acteur de sens au quotidien. Vous en avez, les personnes que vous croisez dans votre start-up sont des manageuses, des managers, des gens qui ont des responsabilités aussi et qui vous disent c'est lourd, quoi. On me demande beaucoup et je tiens pas, quoi. Après, on est effectivement sur une thématique aussi qui a du sens. Parce que notre objectif, c'est effectivement de pouvoir accompagner et transmettre en fait de faire en sorte que les salariés, les collaborateurs aillent mieux. Mais pour revenir en fait sur la notion de bonheur, je pense qu'effectivement c'est à la fois personnel, parce que votre bonheur en fait c'est pas forcément le même que... Non, on a chacun notre bonheur. Et que ça va au-delà, je pense, de la situation en entreprise, équilibre vie pro, vie perso, votre environnement de travail, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Après on parle de bonheur au travail. Bonheur au travail, effectivement. Alors, est-ce que c'est pas bien-être ou est-ce que c'est pas... Ah, voyez que vous me rejoignez sur ma ligne. Voyez. Est-ce que c'est pas... Mais enfin, tout à l'heure, Alexandre, pas pour le défendre, m'a dit, mais peut-être que ce mot, on l'utilise comme un paradigme. Hein, c'était votre définition. C'est ça, mais... C'est un objectif. Mais pour vous montrer que je suis vraiment sincère sur cette idée de concilier sur les mots, on a travaillé avec l'Institut Think et l'Institut de sondage Norstat sur un indice de QV2T, indice de qualité de vie au télétravail. Et donc, on s'est dit que ce mot serait peut-être plus fédérateur, moins inspirant, mais plus fédérateur, si vous voyez la nuance. Et cet indice, il va examiner les mots dont nous parlons ici, le management, la flexibilité. Et d'ailleurs, pour essayer de cerner des grands déterminants qui font qu'on se sent bien au travail, qu'on a parlé du corps, de la santé, de l'espace, du management, de la confiance. Il y en a un qui apparaît, c'est la flexibilité. Alors ça apparaît évident, mais ce qui surprend dans la dernière vague de janvier 2022 maintenant, par rapport à il y a 2 mois, il y a une chute de l'indice de 58 points à 57 points, donc c'est pas neutre. Ensuite, un point, mais il y a une baisse de 7 points pour ceux qui télétravaillent fréquemment, donc beaucoup plus pour ceux qui télétravaillent. C'est vrai. Et les gens disent, on aimerait encore plus de flexibilité. C'est-à-dire que c'est intéressant. Les gens disent, pour nous sentir bien dans le travail, alors même qu'on a des temps recommandés par le gouvernement de télétravail à 3-4 jours par semaine, les gens ils sont entre 2 tiers et 80% à dire, on aimerait une semaine de 4 jours. On aimerait une demi-journée où on fait exactement ce que l'on veut. C'est-à-dire on travaille, on travaille pas. On aimerait des temps de déconnexion. Voilà, vous avez des CEO, des dirigeants qui vous disent, attendez, vous voyez, on se heurte à la fameuse entreprise du 20e. C'est pas open bar l'entreprise. Enfin, non, mais je suis un peu direct là. Bien sûr, mais c'est compliqué quand même. Oui, mais je suis pas en train de dire qu'il faut dire oui à tout ça. Ouais, je suis en train de mais dire c'est les demandes en tout cas. Les demandes, alors même qu'on est déjà on a franchi des 3-4 caps de flexibilité en 2 ans de crise sanitaire, il y a encore un besoin accentué. Donc ça indique où sont les besoins, où sont les appétences. Et pour boucler avec votre propos du départ, pour faire revenir les gens au travail, on a besoin de ce cocktail de vision. Elon Musk, quand il fait un pitch sur la Tesla Model 3 de la Tesla, qui est le plus grand succès commercial jamais connu de l'industrie automobile en précommande, il passe 9% de son speech sur la vision. Parce qu'à un moment, il se dit, expliquer ce que c'est que cette voiture, comment elle marche, peut-être c'est bien, mais qu'est-ce qu'on a vraiment voulu atteindre ? Qu'est-ce que je veux faire, ouais. Donc, moi, j'ai l'impression que ces petits éléments-là, ils commencent à dessiner les inexorables du travail. Aujourd'hui, on ne peut plus imaginer une entreprise qui est sans flexibilité. On ne peut plus imaginer, il y a 2 tiers, d'après un article du Monde d'avant-hier, des jeunes qui exigent le sens dans leur employeur, alors même que le taux de chômage est plus bas, mais quand même. Donc, on sent que petit à petit, moi j'entends des gens qui disent les entreprises du CAC 40 vont disparaître. On ne sait pas si ça prend 10 ou 20 ans, mais elles vont disparaître, à moins que, et la liste de à moins que, le salon... Qu'elles sachent prendre en charge, faire du care en fait, parce qu'il y a un peu cette idée comme ça du mélange de prendre soin de l'âme et du corps, parce qu'il y a de ça dans l'entreprise. Dans cette injonction au bonheur, il y a prendre soin de la santé de vos salariés, c'est une obligation juridique, mais ça va au-delà aujourd'hui. Alors ça va au-delà. Bien au-delà. Je rejoins vraiment sur ce que disait Alexandre sur la notion de flexibilité qu'on voit apparaître nous dans nos études de la même façon.
Flexibilité hyper forte, à la fois... C'est une révolution. Hein. Une vraie révolution. J'ai envie de dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours pas de poésie, mais de théâtre, où il y avait les trois unités, unité de temps, unité de lieu. C'est la tragédie. Et voilà, la tragédie. Et bien, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. La dernière unité, qui était l'unité de lieu de travail, Elle se dissout. eh ben, elle s'est dissoute. Ben ouais. Et donc, on est face à l'explosion de cette triple unité. Et comment la recomposer? Donc, avec vraiment ce que vous disiez, le spectre Alexandre. de la mort des grandes entreprises. S'il n'y a plus de bâti, c'est quoi une entreprise? La transformation de l'entreprise, c'est certain. La mort, je serais plus humble. Plus prudent. Oui. Non, parce que vous dites qu'il y a un risque comme ça. Oui, Ces grosses structures mastodontiques, si elles ne prennent pas en charge le care, l'accompagnement, il y a un risque, Nathalie. Oui, bien sûr, parce que ça fait partie des obligations de l'employeur vis-à-vis de ses collaborateurs. Ça, c'est juridique, on est d'accord. Hein. Complètement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, en fait, de pouvoir donner des conditions favorables et qui permettent aux collaborateurs de travailler en fait sereinement et sans dégradation de sa santé. Juste, il nous reste très peu de temps, mais encore une fois, il y a un peu un débat politique qui est sous-jacent à cela. C'est-à-dire que l'entreprise veut à tout prix mon bonheur à ma place. Moi, j'ai pas envie qu'on me rende heureux à ma place. Enfin, je veux dire, je souhaite rester ce que je suis. Et beaucoup témoignent dans des articles spécialisés. Ils me disent, mais après, c'est un peu filou de la part de l'entreprise, finalement, parce qu'elle essaie de me faire produire un peu plus en me vendant comme ça du bonheur un peu emballé, prêt à consommer. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas un peu de ça aussi, de stratégie, un peu de contournement, quoi. C'est vrai. Avant, on obligeait les gens à pointer à 8 heures. Aujourd'hui, on leur dit, soyez heureux, vous verrez, ça se passera très bien. Il y a des critiques qui sont vraiment fondées. C'est-à-dire que l'injonction est émotionnelle, c'est épuisant, la nécessité du fun, c'est épuisant, le fait de cacher des rémunérations indécentes par de baby-foot, c'est indécent. Et malgré tout, moi je trouve intéressant de se dire, on est à une ère où on commence à cartographier les leviers, les pratiques, les approches qui font qu'on peut favoriser l'épanouissement des collaborateurs au travail. Et d'abord, Et vous dites, faisons-le alors. Voilà. Faisons-le, regardons, pensons solution, tout en ayant un petit mulot vigilant à la manipulation. Je suis pas dupe. Voilà. Attention, ouais. Et puis, vous savez, connaître l'intention de l'entreprise, c'est pas si facile que ça. Déjà, c'est qui l'entreprise? C'est les actionnaires, c'est les dirigeants, c'est mon manager, c'est la mission, c'est les statuts. Ça marche. Dans l'immédiat, si mon manager il déploie un éventail d'approches comme on le propose pour que l'individu aille mieux, c'est déjà bien. Déjà, c'est déjà pas mal. Vous êtes d'accord avec ça? 100% d'accord, mais c'est pour ça que moi... On va vers ça de toute façon, d'une manière inéluctable. C'est la RSE au sens large, le plus large possible, la responsabilité la plus élargie possible de l'entreprise. Et il faut l'aider parce que l'entreprise, elle est aujourd'hui très équipée en termes d'outils pour comprendre son impact financier. Elle commence à s'équiper pour comprendre son impact environnemental. Il faut l'équiper pour qu'elle comprenne sur ce qu'elle fait sur les hommes. Et le care, Nathalie Willard, parce que c'est le soin du corps ça et de reste l'âme. Effectivement des démarches bienveillantes en fait à la base, même si elles peuvent être pourvoyées par certains. Malgré tout, voilà, elles sont là pour faire du bien. Pour faire évoluer les choses et pour aller vers une flexibilité. Écoutez, je ne pourrais pas dire que j'ai ressenti du bonheur sur ce plateau, mais enfin en tout cas de la joie de partager ce débat avec vous. Une sorte de marche inéluctable, en tout cas c'est la définition d'Alexandre Jost, et je crois qu'elle est partagée par Julien Brézin, c'est un peu la marche de l'histoire, quoi. C'est un peu l'histoire du XXIe siècle hein, de l'entreprise, c'est le débat du bien-être. Ouais, n'oublions pas les centaines de milliers de collaborateurs qui ne sont pas concernés par l'échange qu'on a eu, dont les jobs ne sont pas télétravaillables. Non, 60-40. Hein. Et dont le niveau de complexité est difficile, de job est difficile, et sur lequel les entreprises doivent absolument continuer à travailler. Fondamental. Les emplois postés. Et puis pour maintenir une cohésion d'entreprise. C'est vrai. C'est un énorme défi quand vous êtes à la tête d'une organisation dont la moitié des collaborateurs ne sont pas télétravaillables, entre guillemets, et voient une partie des cols blancs partir 3 jours à La Rochelle. Ça, c'est tout à fait exact. Il faut absolument faire... Je crois qu'on n'a en pas... termes d'inclusion, il faut vraiment faire très attention à sortir de nos visions un peu trop col blanc et de rester aussi très proche du terrain. Je crois qu'on n'a pas encore tout à fait mesuré d'ailleurs cet impact dans l'entreprise, parce que s'il faut un petit peu de temps et du recul, mais entre ceux qui restent postés et qui tous les matins vont au travail, et puis voyant les bureaux vides, parce que tout le monde est parti ailleurs. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Allez le voir en ligne, l'indice de qualité de vie au télétravail, on mesure cette différence, les oubliés du télétravail qui sont clairement moins heureux. C'était un éclairage nécessaire avant de nous quitter, parce que c'est 60%
non télétravaillables et 40% télétravaillables. Donc il y a quand même une grande majorité de salariés qui ne peuvent pas télétravailler. Merci Nathalie Willard d'être venue sur notre plateau, fondatrice de Coach for Eyes. Vous faites du care puisque vous avez un titre anglais, notamment sur le soin des yeux. Merci Alexandre Jost avec ce document. Allez sur le site de la fabrique Spinoza, fondateur et délégué général de cette fabrique, et Julien Brézin. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, directeur général de Great Place to Work, une marque qu'on ne présente plus, qui en fait travaille sur la qualité de vie avec des questionnaires et des certifications. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi et vous allez voir, on ne va pas être totalement dépaysé du sujet dont on vient de parler. Fenêtre sur l'emploi, on va parler recrutement et intérim. C'est un secteur évidemment qui a un peu le vent en poupe ces derniers mois évidemment, et on en va en parler avec Eric Haddad. Bonjour Eric. Bonjour. Vous êtes le PDG de Connect, créé en 2006. Alors le marché est vaste de l'intérim, il y a de très grandes enseignes. Vous avez 150 collaborateurs. Vous avez démarré en classique avec 32 agences et puis vous avez hybridé. Oui. Alors en fait, au début, on n'a pas démarré dès le départ avec 32 agences. Quand on a créé, effectivement, vous imaginez, donc quand on a créé donc en septembre 2006 Connect, au départ, ça devait être une petite entreprise qu'on allait créer. C'est devenu avant tout une success story et en fait une aventure humaine. Donc nous étions 3 à l'époque. Malheureusement, nous avons un associé qui est décédé il y a 2 ans, en pleine période du Covid. Donc ça a été très compliqué, mais ça nous a permis à un moment donné de nous restructurer et de rebondir. Donc oui, aujourd'hui, on a 32 agences. On évolue dans 7 secteurs d'activité. Donc le BTP. Tension, mais tension énorme. La partie informatique, on est dans le transport et logistique, on est dans l'industrie. Grosse tension aussi. Très grosse tension, mais si je veux dire entre nous, on a de la tension dans tous les secteurs d'activité, à part la problématique du CHR qui a fait hôtel-restauration, qui a souffert énormément, mais qui commence à rebondir. Ça revient ? Oui, ça revient parce qu'en fait, on annonce aujourd'hui la fin des périodes de confinement, Covid, etc. Les salaires sont un peu remontés, Les salaires sont remontés, les négociations, mais ça crée une surchauffe. On pourra en parler tout à l'heure parce qu'au-delà de la problématique de la pénurie et de main-d'œuvre, on a aussi une autre problématique, c'est la surchauffe et le fait de trouver des nouveaux collaborateurs. Donc voilà, en fait, Connect, aujourd'hui, c'est 150 collaborateurs, pardon. Ah, aujourd'hui, vous me disiez aujourd'hui. Vous avez recruté quelqu'un aujourd'hui ? Non, quand je dis aujourd'hui, c'est ce matin, j'avais une réunion effectivement avec un de mes associés, avec mon associé, en se disant à combien on est aujourd'hui, et puis on prépare effectivement cette interview, donc pour être... La photographie du jour, c'est 150 collaborateurs. Exactement, et puis pour être précis, en fait, on est parti sur 150 ce matin, là-dessus, en sachant qu'on a des objectifs d'ici la fin de l'année d'atteindre les 200 permanents, et aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur chiffré, puisqu'on est quand même avant tout dans une émission, je dirais, business, le groupe Connect, c'est 83 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un objectif d'aller atteindre le premier palier de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, ce qui est intéressant dans votre parcours et votre histoire entrepreneuriale, c'est que certains de vos collègues, vous les connaissez évidemment, vous benchmarkez, eux ont fait le choix du digital 100%. Ils ont dit, on croit au digital. Vous dites, non, nous on démarre par des agences, on a des agences, mais j'imagine que vous vous êtes aussi adapté à la crise Covid et vous vous êtes dit, à un moment donné, quand on ferme les agences, il faut continuer à fournir. Et donc vous êtes passé à ce moment-là, j'imagine, au digital. Racontez-moi ce moment-là. Complètement. En fait, on a essayé d'anticiper un petit peu, comme certains de nos confrères, le fait de basculer dans l'univers du digital. C'est vrai que le Covid, en fait, a été un accélérateur, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui de transition digitale, etc. Bien sûr. Mais sans le Covid, je pense qu'on n'aurait pas eu cette accélération, parce que tout le monde, en fait, se projetait sur une digitalisation. À 5 ans. À 5 ans. Mais pas en 6 mois. Mais exactement. Oui. À 5 ans, mais pas en 6 mois. Ouais. Donc, ça a été, en fait, la course en avant pour pouvoir, justement, répondre à la demande. C'est compliqué quand on est une PME, parce que vous êtes une PME, de transformer... Ça reste compliqué, mais pas tout à fait. Pourquoi, en fait ? Comme vous le disiez, donc, initialement, au départ, nous, en fait, on est dans les métiers de l'intérim classique, ce qu'on appelle l'intérim classique, des agences. Je pousse la porte. Je pousse la porte, le candidat s'inscrit, on lui délègue, on le trouve un boulot, bon bref. Donc on est dans le classique. Sauf que, effectivement, il faut passer dans le digital, ça c'est clair. Et je vais en revenir tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi. Mais notre politique à nous, en fait, c'est pas le 100% digital. On ne croit pas. Vous n'y croyez pas, ça ? Non. Et sans dénigrer un certain nombre de mes confrères, on s'aperçoit aujourd'hui que leur stratégie, il y a 2-3 ans, en étant persuadés de faire un full digital, aujourd'hui sont en train de faire l'effet inverse, d'avoir des relais humains, quoi qu'il arrive, parce que ça reste un métier. En fait, dans notre métier, le cœur, c'est l'humain.
Il faut une dame ou un monsieur qui vous dise attends, ça c'est un poste de soudeur, mais attention, il y a une spécificité, le client est comme ça. Et l'Internet, c'est vrai que c'est... Alors vous avez tout compris, je vais rebondir exactement sur ce que vous venez de dire, vous avez tout compris, c'est qu'à un moment donné... Il faut m'embaucher alors. Ah ben avec plaisir. Quand vous voulez, vous envoyez votre CV s'il vous plaît à mes responsables RH en Oui, c'est myconnect.fr. Voilà. myconnect.fr, c'est la plateforme en fait. Ah, c'est pas là que pour envoyer le CV. Ah si, c'est la plateforme, mais là vous allez être effectivement dans la plateforme digitale. Digital, ok. Je vais vous expliquer après. Donc notre site internet c'est www.connect.fr et là dans ce site, quand vous rentrerez aussi, vous avez en fait une fonctionnalité qu'on a mis en place. Je vais vous l'expliquer. Mais pour en revenir un petit peu au métier donc, du classique et de la digitalisation, donc certains de mes confrères sont revenus en fait sur l'idée d'avoir une relation avec l'humain, tout simplement. Mais comme vous l'avez dit, il y a des niveaux de qualification. Alors sur certains métiers, en fait, le digital peut sans aucun problème répondre à la demande. Pourquoi ? Le digital intérimaire, c'est un peu comme un site de rencontre. Tout simplement, ça match. Vous avez un algorithme. L'entreprise cherche un poste bien précis, l'intérimaire cherche un job, il balance son CV. Ça c'est facile quand... Ça c'est facile. Voilà, c'est facile. Mais aujourd'hui, je vous connaissais pas il y a à peine 15 ou 20 minutes, je vous entends, je vois comment vous gesticulez, comment vous comportez, etc. Donc vous me ciblez. Donc j'essaie de vous cibler. Vous me situez mieux. Ensuite, je vous situe mieux. Ensuite, nos chargés de recrutement vont aller plus loin. On va essayer effectivement d'identifier vos compétences, d'analyser votre CV, de voir si vous êtes en adéquation totale avec la demande de notre client. Et ça, on ne peut pas le voir dans le digital. Donc dans le digital, on va toucher en fait une population, sans que ça soit péjoratif, de personnes moins qualifiées sur lesquelles effectivement on peut créer cette mission. Eric Haddad, juste un mot, parce qu'on voit la diversité, on voit les secteurs sur lesquels vous êtes, et je pense au transport, où il y a des très très fortes tensions sociales en ce moment dans le transport. Comment on se distingue des concurrents ? Quelle valeur ajoutée vous avez ? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, tiens, chez Connect, je sais que je trouverai chaussures à mon pied, tant côté entreprise que salarié qui dit je vais chez eux ? On va essayer, en fait, nous aujourd'hui, pour se démarquer vis-à-vis de nos confrères, c'est simple, c'est qu'on essaie d'avoir une spécialisation. En fait, aujourd'hui, si vous êtes dans le transport et vous avez besoin d'un chauffeur, vous allez solliciter Connect, vous allez avoir un spécialiste en fait du transport en face de vous. C'est-à-dire que nos interlocuteurs ne sont pas généralistes. Par secteur. Vous êtes dans le transport, le gars à qui vous allez avoir au téléphone, il passe sa journée à vivre dans l'univers du transport. Il connaît parfaitement le secteur. Il n'aura pas recruté 10 minutes avant un cuisinier, un maçon ou quoi que ce soit. Il est dans le domaine, donc il connaît exactement toutes les problématiques. Sauf dans les agences où vous n'avez pas évidemment les 8 personnes qui vous attendent par secteur. Non, mais dans toutes nos agences, pour être transparent, on n'a pas à chaque fois les 8 secteurs d'activité. C'est ça, vous les dispatchez. Il y a des agences spécialisées plus dans le transport et ça vos clients le savent. Exactement. Oui, d'accord. On le sait, on communique là-dessus sans aucun problème. Donc, mais c'est ce qui nous permet en fait, et surtout la réactivité. Parce que vous savez, on est dans un métier en fait, donc, qui est en surchauffe et sur lequel il y a une forte tension. Mais ce qui fait la différence, c'est la réactivité. Vous êtes un chef d'entreprise. Vous avez besoin, vous me parlez d'un chauffeur. C'est tout de suite. Une livraison à faire. Qu'est-ce que je fais ? Le gars, il n'est pas là, il est covidé. C'est quoi, c'est en 6 heures, c'est en 5 heures ? C'est quoi vos délais ? Notre objectif aujourd'hui, c'est de répondre au moins avec un premier CV à moins d'1 heure. Ah, c'est moins d'1 heure. C'est moins d'1 heure. Donc je peux vous dire que moins d'1 heure, je peux vous dire que pour réussir cette mission, c'est simple. Il faut que vous ayez ce qu'on appelle en jargon, en fait, dans l'intérim, un vivier suffisamment important pour que vous puissiez effectivement faire les recherches en adéquation au poste pour pouvoir répondre à moins d'1 heure. Là c'est une réponse Internet. C'est réponse Internet où on appelle. Vous appelez directement. Nous avons un profil. Nous avons un profil. Parce qu'il va sans dire, pour qu'on comprenne bien la stratégie de vos entreprises, c'est que l'entreprise, elle va arroser 5 ou 6 marques. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a vos concurrents à qui on demande. On est d'accord. On est d'accord. Effectivement, à partir de là, vous êtes en concurrence. Donc on est en concurrence, bien sûr. Donc il faut aller vite. Il faut aller vite, être le premier. Et avoir le bon profil. Exactement, avec le bon profil et le bon candidat. Et c'est ce qui fait la différence. Avant de nous quitter, Eric Haddad, l'état du marché de l'emploi, là, on en est où ? Vous sentez que là, il y a une pénurie, que les entreprises vous disent, moi, je trouve pas. Alors, je vais vous dire, c'est ce que je dis depuis un certain temps. Depuis le mois de janvier, en fait, depuis le début de l'année, on n'a jamais vécu cela. C'est une surchauffe partout. Tous les secteurs d'activité sont en manque de main-d'œuvre, sont dans une phase pénurique comme on n'a jamais vu. C'est simple. On vient de clôturer donc, le mois de janvier, puisqu'on clôture toujours 7-8 jours après le mois, en fait, dans l'intérim. Le mois de janvier, on a dû faire quasiment une progression de presque 20% de notre activité par rapport à 2019. Je ne compare même pas 2020, parce que 2020, vous savez, le Covid, et 2021, il y a eu ce rebond. Mais en comparaison à 2019, c'est une folie. D'habitude, en janvier,
on redémarre gentiment en février, mars, et on arrive en fait sur des pointes en avril, mai, juin, juillet. Mais là, c'est pas le cas. Merci Eric Haddad d'être venu avec votre passion. Connect, créé en 2006 avec Connect.fr. Là, c'est vraiment la plateforme qu'on ne se trompe pas si vous voulez envoyer le CV en direct. Merci à vous, PDG de Connect, avec le secteur en surchauffe. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Merci à Lauriane Bouet de l'avoir réalisé. Merci à Fanny Griesmer, évidemment. Merci à Saïd pour le son. Et merci à Carla pour l'accueil invité. Je serai là demain, si tout va bien, je l'espère évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.